On dit que découvrir l'infidélité de son conjoint, c'est comme une bombe qui explose dans la poitrine. Moi, je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. J'ai attendu. Quand j'ai trouvé cet objet dans le sac de sport de ma femme ce soir-là, elle était censée être ailleurs, quelque chose en moi s'est brisé, mais pas comme on pourrait le penser. Pas de cri, pas de dispute. Pas de seconde chance. Juste la vérité, froide et brutale, servie sur un plateau d'argent, dans son restaurant chic préféré. Lorsqu'elle a compris ce qui se passait, il était trop tard. Voici l'histoire de comment j'ai démasqué ma femme infidèle, détruit son monde parfait de façade, et suis parti sans me retourner. Mais commençons par le début. Je m'appelle Julien. J'ai 40 ans, et je dirige une petite entreprise de vente d'électronique dans notre ville. Ce n'est pas tapa accent Graveleuil, pas de millions à l'appel, mais c'est stable, un bon travail. J'en suis fier. Pendant 3 ans, j'ai cru avoir tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une entreprise qui prospère. Une belle maison. Et Sophie, ma femme, celle que je pensais être ma partenaire dans tout ça. Sophie a 6 ans de moins que moi. C'est le genre de femme qui fait tourner les têtes dès qu'elle entre dans une pièce, même pour un simple café. Cheveux blonds qui captent la lumière juste comme il faut, yeux bleus clairs, et un sourire qui pourrait vous faire oublier votre propre nom. Mais elle ne travaillait pas. Sophie était femme au foyer. Elle n'avait pas besoin de travailler. Je lui disais toujours, je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Et je le pensais vraiment. Nous n'avions pas d'enfants, pas encore, du moins. C'était un sujet qu'on discutait, même si, avec le recul, je réalise qu'elle se contentait de hocher la tête quand j'en parlais. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une belle maison dans une rue calme, un jardin avec un grand chêne, 2 voitures, et assez d'argent pour que Sophie s'achète des sacs à main ou des robes quand elle le voulait. Ça ne me dérangeait pas. Au contraire, j'étais fier de pouvoir lui offrir tout ça. C'est pourquoi ce qui s'est passé m'a frappé comme un coup que je n'avais pas vu venir. C'était un mardi. Rien d'exceptionnel. J'étais rentré un peu plus tôt que prévu, ayant fini des papiers plus vite que prévu. Sophie était déjà là, de retour de la salle de sport du moins, c'est ce qu'elle disait, et elle prenait une douche à l'étage. Je me souviens que je voulais un chewing-gum. Idiot, non. Une broutille. Mais c'est comme ça que tout a commencé. Je savais qu'elle gardait souvent un paquet dans son sac de sport, alors j'ai fouillé dedans. Je l'ai trouvé un paquet de menthe à moitié entamé, mais en le prenant, j'ai aussi attrapé un petit morceau de papier froissé. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais à une vieille facture pour une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça. Mais quelque chose m'a poussé à le défroisser et à regarder de plus près. C'était un reçu du restaurant Le 5 étoiles, un endroit chic en plein centre-ville. Date, 2 jours plus tôt. Heure, 19h12. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était le soir où Sophie m'avait dit qu'elle suivait un cours de yoga chaud extra long à la salle qui est à 15 minutes de chez nous. Le 5 étoiles n'est nulle part près de la salle. C'est presque à l'autre bout de la ville. Et ce n'était pas un reçu anodin. 2 plats principaux, des entrées, et une bouteille de vin. Je suis resté là, à le fixer, mes mains commençant à trembler légèrement. Pendant 1 minute, j'ai essayé de trouver une explication raisonnable. Peut-être avait-elle retrouvé son amie Claire pour un dîner tardif après le yoga? Peut-être avait-elle oublié de me le dire? Peut-être, quelque chose. Mais au fond, je savais déjà. On le sent, quand quelque chose bascule dans vos tripes. Elle avait menti. Sophie m'avait regardé droit dans les yeux ce soir-là, m'avait embrassé avant de dormir, et m'avait dit qu'elle était crevée par le yoga chaud. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine, ce reçu froissé pesant plus lourd qu'une brique dans ma main. 1 million de petites choses ont défilé dans ma tête. Comment elle allait à la salle plus souvent ces derniers mois? Comment elle passait toujours plus de temps à se préparer, cheveux et maquillage parfait juste pour transpirer? Les nouvelles robes qui apparaissaient, étiquettes encore attachées, que je ne me souvenais pas l'avoir vue acheter. Chaque souvenir était comme une nouvelle entaille dans ma poitrine. J'ai entendu l'eau s'arrêter à l'étage. Pendant 1 seconde, j'ai paniqué et je ne voulais pas qu'elle me surprenne là, comme un idiot, alors j'ai fourré le reçu dans ma poche arrière, pris le chewing-gum, et affiché un faux sourire comme si tout allait bien. Elle est descendue, enveloppée dans une serviette, ses cheveux mouillés tombant sur une épaule,
belle comme la femme dont j'étais tombé amoureux. Elle m'a souri, les yeux pétillants. « Salut, chérie », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Désolé, le cours était intense. Je l'ai embrassée en retour. J'ai même souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Pas bruyamment, pas avec des flammes. Silencieusement. Froidement. Définitivement. Je savais que je ne pouvais pas l'affronter tout de suite. Il me fallait plus qu'un pressentiment. Il me fallait être sûr. Car si Sophie mentait à ce sujet, à propos de nous, alors la femme que je pensais avoir épousée n'existait pas. Et ça, c'était bien plus dur à affronter qu'un simple reçu. Après avoir trouvé ce reçu, on pourrait croire que je serais passé directement en mode confrontation, non? Mais Sophie n'était pas seulement belle. Elle était maligne. Très maligne. Si je l'avais affrontée en agitant ce bout de papier froissé, elle m'aurait retourné la situation plus vite qu'un Mistral en Provence. Elle m'aurait fait douter de moi. M'aurait traité de paranoïaque. M'aurait accusé de vouloir la contrôler. Elle était douée pour retourner les choses à son avantage. Alors, j'ai gardé le silence. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai souri. Regardé un match de foot avec elle blottie contre moi sur le canapé, comme si rien n'avait changé. Je l'ai embrassée avant de dormir, comme toujours. Mais à l'intérieur, j'élaborais déjà un plan. Ce soir-là, après le dîner, quand elle est montée prendre sa longue douche chaude habituelle, j'ai pris son téléphone sur le plan de travail de la cuisine. C'était facile. Sophie le laissait toujours traîner à la maison. Elle n'avait rien à cacher et du moins, c'est ce qu'elle pensait. J'avais fait quelques recherches en ligne dans l'après-midi. Regardé quelques tutoriels. Téléchargé une application de traçage. Quelque chose de discret, rien qui ferait bugger son téléphone ou le rendrait bizarre. Ça m'a pris 5 minutes à installer pendant qu'elle chantait une chanson de pop sous la douche. Oui, je me sentais mal. C'était déloyal. Comme franchir une ligne invisible. Mais après ce reçu, après tous ces petits détails qui ne collaient pas, il fallait que je sache. J'avais le droit de savoir. J'ai fini de configurer l'application juste au moment où l'eau s'arrêtait à l'étage. J'ai reposé son téléphone exactement là où elle l'avait laissé, écran vers le bas. Quand elle est descendue en peignoir, souriante, me demandant si je voulais regarder un film, j'étais déjà à des kilomètres dans ma tête. Je lui ai dit que j'étais fatigué et que j'avais du travail à finir. Elle a haussé les épaules, dit « pas de souci » et est partie dans le salon. Je me suis enfermé dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte, et j'ai ouvert le tableau de bord de l'application sur mon ordinateur. Sa position est apparue comme un point clignotant sur une carte. Elle était là dans notre maison, exactement où elle devait être. Bien. Ça voulait dire que l'application fonctionnait. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le lendemain, j'ai joué la comédie. Je me suis levé. J'ai pris le petit déjeuner avec elle. On a parlé des plans pour le week-end. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'elle partait à la salle pour sa séance habituelle. Dès qu'elle a quitté l'allée, j'ai actualisé le tracker. Son petit point bleu s'est déplacé exactement là où elle disait aller, la salle de sport Énergie Fitness, à l'autre bout de la ville. Bon, me suis-je dit. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'était juste un dîner avec des amis qu'elle a oublié de mentionner. Mais au fond, je n'y croyais pas. J'ai surveillé sa position pendant les heures suivantes. Toujours à la salle. Puis elle s'est rendue dans un café à côté. Elle a retrouvé sa mère, comme elle m'avait dit qu'elle le ferait. Elles sont restées là un moment, à en juger par la durée où le point est resté immobile. À la fin de la journée, je me sentais, presque idiot. Peut-être que j'étais vraiment paranoïaque. Le deuxième jour, même chose. Elle a dit qu'elle allait faire des courses. Je l'ai suivie via le tracker. D'abord les magasins, puis retour à la maison. Rien de suspect. Mais quelque chose ne collait toujours pas, appeler ça de l'intuition. Ou peut-être ce reçu froissé qui me brûlait l'esprit. Le troisième jour a commencé comme tous les autres. Elle a ri à propos d'une série qu'elle regardait, m'a embrassé pour dire au revoir, et m'a dit qu'elle partait pour un autre entraînement intense. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent au bout de la rue. J'ai ouvert le tracker. Son point bleu est apparu. Et immédiatement, j'ai senti mon sang se glacer.
Elle n'allait pas à la salle. Elle se dirigeait vers l'ouest loin de la salle. Je suis resté là, à fixer l'écran, espérant que ça change si je clignais assez fort. 15 minutes plus tard, elle s'est arrêtée. J'ai zoomé. Elle était garée près d'un hôtel. Pas une salle de sport. Pas un café. Un sacré hôtel. À 7 kilomètres de là où elle disait être. J'ai attrapé mes clés sans réfléchir. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je ne savais pas ce que j'allais faire en arrivant là-bas. Je savais juste qu'il fallait que je le voie de mes propres yeux. Il fallait que je sois sûr. Le trajet m'a semblé durer une éternité, même si ça n'a pris que 20 minutes. Chaque feu rouge semblait se moquer de moi. Chaque seconde résonnait comme un tambour. Quand je me suis enfin garé à un pâté de maison de l'hôtel, j'ai coupé le moteur et me suis caché derrière une rangée d'arbres. Je n'ai pas vu sa voiture tout de suite, elle devait être garée à l'arrière, mais la localisation du tracker était précise. Je ne savais pas si je voulais pleurer, vomir, ou frapper quelque chose. Je n'ai rien fait de tout ça. Je me suis contenté d'attendre. D'attendre que le mensonge sorte par la porte d'entrée. Ce n'était pas le genre d'endroit où on va juste pour boire un verre ou retrouver un ami. Non. Cet endroit criait luxe et discrétion. Le parking était à l'arrière. De là où j'étais, je ne voyais pas grand-chose, juste l'entrée latérale et quelques voitures de luxe alignées le long du trottoir. Les minutes s'éternisaient. Je rafraîchissais l'application de traçage sur mon téléphone. Le point de Sophie n'avait pas bougé. Toujours à l'intérieur. Toujours là. Au bout d'une demi-heure, la porte latérale s'est ouverte. Et je l'ai vue. Sophie. Ma Sophie. Elle portait la petite veste de sport noire que je lui avais offerte pour Noël, ses cheveux blonds attachés en un chignon savamment désordonné. Elle n'était pas seule. À côté d'elle marchait un homme que je n'avais jamais vu. Grand, à peu près ma taille mais plus mince, vêtu de vêtements qui semblaient hors de prix, pantalons ajustés, chemise blanche cintrée avec les manches retroussées nonchalamment. Des lunettes de soleil de marque posées sur sa tête. Il avait ce look propre et soigné, du genre héritier ou cadre supérieur. Il riait. Je suis resté figé, retenant mon souffle, tandis qu'il discutait près du trottoir comme si c'était un jeudi ordinaire. Puis il s'est penché vers elle. Et là, sous le ciel gris de l'après-midi, ils se sont embrassés. Pas un petit baiser sur la joue. Un vrai baiser. Celui qu'on réserve à quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qu'on est excité de voir. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai serré le volant plus fort, me disant de ne pas faire de bêtises. De ne pas sortir de la voiture. De ne pas faire une scène. Ce n'était pas le moment. Sophie a ri de nouveau, ce même rire qui illuminait autrefois mon monde, puis elle s'est éloignée, se dirigeant vers sa voiture garée sur le côté. Il est parti dans la direction opposée, vers une berline de luxe noire qui l'attendait à l'autre bout du parking. Je l'ai regardé partir en premier, ses feux arrière disparaissant au bout de la rue comme si de rien n'était. Puis je l'ai vu démarrer quelques minutes plus tard, s'insérant dans la circulation sans un souci au monde. Finalement, j'ai démarré la voiture. Le trajet du retour était flou. Je ne me souviens même pas des rues que j'ai prises ou des feux où je me suis arrêté. Juste ce bourdonnement constant dans mes oreilles et cette sensation lourde et nauséeuse dans ma poitrine. Quand je suis arrivé dans l'allée, sa voiture était déjà là. Évidemment. Elle était rentrée avant moi. Probablement en train de fredonner dans la cuisine, prétendant qu'elle venait de s'entraîner intensément. Je suis resté dans la voiture une minute, serrant les clés si fort qu'elles s'enfonçaient dans ma paume. Puis j'ai pris une grande inspiration, enfouie tout au fond de moi, et je suis sorti. À l'intérieur, Sophie était dans le salon, levée sur le canapé en jogging et sweat, une couverture sur les jambes comme si elle était épuisée par un effort intense. La télé était allumée, diffusant une de ses émissions de cuisine qu'elle adorait. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri. « Salut, chérie », a-t-elle dit, toute décontractée, comme si rien au monde n'allait de travers. Je me suis approché et l'ai embrassée sur le front, comme je l'avais fait 1000 fois. Elle s'est laissée aller, totalement inconsciente que son château de cartes allait bientôt s'effondrer. Je me suis assis à côté d'elle, regardant les images vacillantes à l'écran, feignant de m'y intéresser. À l'intérieur, j'étais ailleurs. Mon esprit était de retour à cet hôtel, la voyant embrasser un autre homme comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je n'étais pas encore en colère. Pas vraiment.
Surtout, je me sentais vide. Comme si la vie que je pensais vivre m'avait été arrachée, et que je flottais désormais dans un endroit froid et sombre, sans moyen de revenir en arrière. Sophie s'est appuyée contre mon épaule, soupirant de contentement. Je lui ai souri. Elle m'a souri en retour. Et à cet instant, je me suis fait une promesse. Si elle pensait pouvoir vivre de vie, elle allait bientôt découvrir à quel point elle avait tort. Le lendemain matin, après le faux sourire et la fausse soirée sur le canapé avec Sophie, j'ai su que je ne pouvais plus faire ça seul. Je dirige une entreprise de vente d'électronique. Mes journées sont chargées, mes soirées parfois encore plus. Je n'avais ni le temps ni l'énergie de jouer les détectives amateurs, à guetter dans des parkings ou à me faufiler dans des coins. Et franchement, je voulais que tout soit irréprochable. Pas de suppositions. Pas d'accusation dont elle pourrait se sortir. Je voulais des preuves. Alors, dès le lendemain, après que Sophie soit partie pour l'un de ses entraînements, j'ai passé quelques coups de fil. Un ami d'université, Thomas, avait traversé un divorce difficile l'année précédente. Sa femme l'avait trompé aussi. Il m'a donné le nom d'un détective privé en qui il avait toute confiance, Marc Dubois. J'ai appelé Marc. 20 minutes plus tard, nous étions assis face à face dans un petit bistrot près du centre-ville. Marc, la cinquantaine, bourru, bâti comme un ancien rugbyman, mais avec un regard perçant. Le genre de type qui en avait vu beaucoup et ne s'effrayait pas facilement. Je lui ai tout raconté. Le reçu. L'application de traçage. L'hôtel. Il écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps, sirotant son café noir. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise et a dit « Tu as bien fait de m'appeler. S'il se passe quelque chose, on le trouvera. » Nous avons établi un plan. Il documenterait tout aux photos, vidéos, horodatage. Et s'il trouvait quelque chose, il m'enverrait des rapports quotidiens. En sortant du bistrot, je ne me sentais pas vraiment mieux, mais plus stable. Comme si j'avais enfin fait un premier pas vers quelque chose de concret. Vers la vérité. Le premier jour, rien. Sophie est allée à la salle, puis au café de Flore avec son amie Claire. Elle a fait quelques courses. Retour à la maison à 16 h. Marc m'a envoyé un bref rapport, avec quelques photos floues d'elle achetant un smoothie et des bougies chez Maison du Monde. Le deuxième jour, une autre histoire. L'email de Marc a atterri dans ma boîte de réception vers 20 h. Objet, activité observée. Je l'ai ouvert plus vite qu'un éclair. Elles étaient là. Claires comme le jour. Des photos de Sophie, ma femme, entrant dans le même hôtel. Bras dessus, bras dessous avec le même homme que j'avais vu. Riant. Se penchant vers lui comme s'ils étaient un couple heureux en vacances. Il y avait aussi des vidéos horodatées. De courts clips, peut-être 30 secondes chacun. L'une d'elles montrait Sophie le pousser doucement en riant, tandis qu'il la tirait par la taille. Aucun doute possible. Pas une simple rencontre entre amis. Aucune explication innocente. Ils avaient l'air à l'aise. Naturel. Comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Marc est resté garé dehors pendant 3 heures. Enfin, ils sont sortis. Séparément, bien sûr. Cela est devenu un schéma. 2 fois par semaine, parfois 3 si Sophie se sentait audacieuse. Rendez-vous à l'hôtel. Promenade dans le parc main dans la main, échangeant des baisers furtifs quand ils pensaient que personne ne regardait. Café. Balade l'après-midi dans le centre-ville. Marc a tout capturé. Il y avait même un ensemble de photos où Sophie s'appuyait contre lui sur un banc, la tête sur son épaule, sa main traçant des cercles lents dans son dos. Ce n'était pas juste des rencontres rapides à huis clos. C'était romantique. Tendre. Comme s'il vivait un film à l'eau de rose. Chaque soir, Marc m'envoyait de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, de nouveaux horaires, de nouveaux lieux. J'ai créé un dossier privé sur mon ordinateur protégé par un mot de passe et j'ai tout sauvegardé soigneusement. Classé par date et heure. Chaque notification de Marc me tordait un peu plus l'estomac. J'ai arrêté de me demander si elle le faisait. Les preuves étaient là, froides et laides. La question était maintenant, depuis combien de temps cela durait-il? Et quelle part de ma vie avec elle était un mensonge? À la maison, Sophie agissait comme si tout était normal. Elle revenait de ses entraînements, joues roses, cheveux relevés en queue de cheval, racontant à quel point elle était épuisée.
Les premiers jours, c'était dur de la regarder. Je revoyais les photos dans ma tête. Mais après une semaine, quelque chose en moi a commencé à se stabiliser. La douleur était toujours là, mais une nouvelle sensation l'a remplacée. De la concentration. Du contrôle. Je n'allais pas crier, supplier ou lui demander pourquoi. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui nous avait déjà jetés. J'allais rassembler chaque preuve. Je les empilerais jusqu'à ce qu'elles soient indiscutables. Jusqu'à ce que même Sophie, avec tous ses mensonges et son charme, ne puisse plus s'en sortir. Marc continuait son travail. Je continuais d'attendre. Sophie continuait de mentir. Elle n'avait aucune idée que l'horloge tournait. Et chaque rire, chaque faux baiser du soir, chaque « je t'aime » murmuré à table. Je les enregistrais silencieusement dans mon esprit. Car quand le moment viendrait, j'allais m'assurer qu'elle voit exactement ce qu'elle avait jeté. Après environ un mois à tout rassembler, j'ai appelé un avocat. Il s'appelait Philippe Martin. Philippe était fortement recommandé, un de ces avocats de divorce implacables, connu pour être un requin dans les tribunaux. Exactement le genre d'homme dont j'avais besoin. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau en centre-ville. Chaise en cuir, moquette épaisse, des récompenses accrochées au mur. Je lui ai tout exposé, les photos, les vidéos, les reçus, les données du tracker, tout ce que Marc avait rassemblé. Philippe n'a pas scié. Il a feuilleté le dossier, hochant la tête lentement, le visage impassible. Quand il a fini, il a fermé le dossier, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « On la tient ». Il m'a expliqué comment nous allions structurer la demande de divorce. Pas de dispute hurlante. Pas de drame interminable au tribunal. Juste une soumission froide et nette avec une montagne de preuves attachées, rendant clair qui avait brisé le mariage. Nous avons rédigé les documents au cours des jours suivants. C'était étrange de voir notre vie réduite à un langage juridique. Partage des biens. Motif du divorce, adultère. Pièce A à Z. Étrange, mais nécessaire. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais pour me protéger. Et pour m'assurer que Sophie ne puisse pas tisser sa toile de mensonges une fois que tout éclaterait. Quand les documents furent prêts, Philippe m'a demandé quand je voulais les faire signifier. J'aurais pu le faire immédiatement. J'aurais pu rentrer à la maison, les poser sur le plan de travail de la cuisine, et lui dire de partir. Mais ce n'était pas assez. Pas après tout ça. Je voulais qu'elle se souvienne du moment exact où son petit monde imaginaire s'effondrerait. Alors, j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'anniversaire du jour où Sophie et moi nous sommes rencontrés approchait. Chaque année, elle en faisait tout un plat. Elle postait des photos souvenirs sur les réseaux. Racontait à quel point elle était chanceuse. Disait à toutes ses amies à quel point nous étions parfaits ensemble. Elle avait déjà commencé à en parler une semaine à l'avance. On devrait peut-être aller dans un endroit spécial cette année, a-t-elle dit un soir en scrollant sur son téléphone, regardant des photos de restaurants chics. Je vais trouver l'endroit parfait, a-t-elle dit un autre matin, m'embrassant sur la joue avant de partir pour la salle. J'ai joué le jeu. J'ai hoché la tête. Souri. Laissé faire. J'ai même suggéré un restaurant moi-même, la Villa Médicis, un endroit italien haut de gamme en centre-ville. Elle s'est illuminée quand je l'ai mentionné. C'est parfait, a-t-elle couiné, en me sautant au cou. T'es le meilleur. Je me suis contenté de sourire et de la serrer dans mes bras. À l'intérieur, j'imaginais déjà la scène. Je ne prévoyais pas une dispute publique. Pas de table renversée, pas de cris à travers la salle. Non, mon plan était plus discret. Plus incisif. Je laisserais Sophie se préparer, mettre son maquillage, porter cette petite robe noire qu'elle réservait pour les grandes occasions. Je la laisserais savourer chaque seconde, pensant qu'elle avait tout sous contrôle. Pensant qu'elle avait le monde à ses pieds. Et puis, au moment où elle se sentirait la plus confiante, la plus adorée, je tirerais le tapis sous ses pieds. Ce n'était pas une question de la blesser physiquement. Ce n'était même pas vraiment de la vengeance. C'était une question de vérité. De la forcer à l'affronter. De la faire rester là, devant des inconnus, réalisant que ses mensonges l'avaient rattrapée. Le jour de notre anniversaire, Sophie a passé des heures à se préparer. Cheveux, maquillage, ongles, tenue, tout y est passé.
Elle flottait dans la maison comme une ado se préparant pour son bal de promo, fredonnant, se regardant dans le miroir du couloir. « Tu vas adorer ce soir », a-t-elle dit en me faisant un clin d'œil. « J'en suis sûr », ai-je répondu, attrapant mes clés. Nous sommes allés au restaurant ensemble, elle parlait sans arrêt de tout ce qu'elle voulait faire cet été et des voyages qu'elle voulait qu'on fasse, des améliorations pour la maison. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme une gifle, mais je gardais les mains fermes sur le volant, le visage calme. Quand nous sommes arrivés à la file du voiturier, Sophie rayonnait pratiquement. Et moi, j'étais prêt. Plus près que je ne l'avais jamais été. Le voiturier a ouvert sa porte en premier, et Sophie est sortie comme si elle défilait sur un tapis rouge. Elle était magnifique, je dois l'admettre. Petite robe noire qui la mettait parfaitement en valeur, talons claquants sur le trottoir, cheveux blonds bouclés tombant impeccablement sur ses épaules. Elle m'a lancé ce large sourire éclatant, celui qui faisait autrefois s'arrêter mon cœur. Si vous ne saviez pas, vous auriez cru qu'on était le couple le plus heureux du monde. On nous a conduits à notre table, une petite près de la fenêtre donnant sur les lumières du centre-ville. Le serveur a tiré la chaise de Sophie. Elle s'est assise avec grâce, croisant les jambes, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Je me suis assis en face d'elle, souriant tout aussi largement. À l'extérieur, j'étais le même Julien de toujours. À l'intérieur, j'étais glacial. Le serveur nous a tendu les menus. Sophie y a à peine jeté un œil, déjà en train de parler de la carte des vins, des desserts qu'elle voulait essayer. J'ai hoché la tête, jouant le jeu, attendant. Après quelques minutes, Sophie s'est excusée pour aller aux toilettes, emportant son petit sac avec elle. Dès qu'elle a disparu au coin, j'ai fait signe au serveur. C'était un jeune homme, la vingtaine, visiblement désireux de bien faire. J'ai sorti un billet de 100 €, que j'ai glissé sur la table avec un dossier Kraft. « Écoutez », ai-je dit à voix basse et calme, « je vais commander un plat. Vous me l'apporterez normalement. Pour ma femme. » J'ai tapoté le dossier. « Apportez ça. Sous un couvercle. Faites comme si de rien n'était. Ouvrez-le comme si vous dévoiliez un plat. Compris ? » À l'intérieur se trouvaient les documents de divorce rédigés par Philippe. Attachés, des photos claires et horodatées. Sophie tenant la main de son amant. L'embrassant sous les arbres dans un parc. Se glissant dans des halls d'hôtel comme s'ils étaient chez eux. Page après page de preuves. Ses yeux ont oscillé entre l'argent et le dossier, puis sont revenus vers moi. Il a dégluti et hoché la tête. Compris, monsieur. Brave garçon, ai-je dit en me rasseyant. J'ai commandé un faux filet, saignant, et une bouteille de vin rouge. Quand Sophie est revenue des toilettes, tout sourire, en réappliquant son rouge à lèvres, le dossier était déjà entre les mains du serveur. Elle s'est assise, me lançant ce regard charmeur qu'elle me faisait au début de notre relation. J'ai hâte de goûter le dessert, a-t-elle dit, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Tu auras quelque chose de doux, ai-je répondu, gardant une voix neutre. Le serveur est revenu, poussant un plateau couvert d'un couvercle avec un geste théâtral. Votre plat, monsieur, a-t-il dit en posant mon assiette. Et pour madame, a-t-il ajouté, plaçant le plateau devant Sophie. Il a soulevé le couvercle avec une petite torsion dramatique. Pas d'assiette. Juste le dossier. Sophie a cligné des yeux. Au début, elle a ri nerveusement, tendant une main parfaitement manucurée. Elle l'a ouvert. J'ai observé son visage de près. C'était presque au ralenti. Confusion. Éclair de curiosité. Réalisation. Et puis une horreur pure et brute. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte. Elle a feuilleté les premières pages, les mains tremblantes. Son teint a blêmi. Des larmes ont commencé à couler presque immédiatement, en grosses gouttes silencieuses sur son visage parfaitement maquillé. Elle a levé les yeux vers moi, abasourdie, comme si elle me voyait pour la première fois. « Julien » a-t-elle murmuré, la voix brisée, « s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon couteau et ma fourchette, commençant à couper mon steak calmement. Sophie a pleuré plus fort. De vrais sanglots qui secouaient sa poitrine, attirant les regards curieux des autres clients. Elle a repoussé sa chaise si vite qu'elle a grincé bruyamment contre le sol et s'est précipitée vers moi, le dossier serré contre sa poitrine. Elle s'est agenouillée à côté de ma chaise, agrippant ma veste. « S'il te plaît, Julien, je suis désolé.
C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle gémi, les larmes trempant ses joues. Le restaurant entier était silencieux maintenant, fourchette en l'air, verre suspendu. Je continuais à manger. Lentement. Méthodiquement. Mâcher. Avaler. Couper une autre bouchée. Je la regardais à peine. Quand j'ai fini la dernière bouchée de steak, j'ai posé mes couverts soigneusement sur l'assiette. Je me suis levé lentement. Sophie était toujours à genoux, sanglotant dans ses mains. J'ai sorti un billet de 10 € de mon portefeuille. Je l'ai jeté sur la table, où il a atterri à côté du dossier désormais oublié. Voilà ce que tu vaux, ai-je dit doucement. Signe les papiers. On se verra au tribunal. Puis je me suis dirigé vers le serveur, j'ai payé l'addition, et je suis sorti de l'établissement. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière. La dernière chose que j'ai entendue en traversant le restaurant était les sanglots brisés de Sophie résonnant dans la salle. Dehors, l'air de la nuit était frais et vif. Ça faisait du bien de respirer à nouveau. Quand j'ai quitté le restaurant, je n'ai pas tout de suite conduit jusqu'à la maison. J'ai garé la voiture 2 rues plus loin, je me suis adossé au siège et je suis resté là un moment, à regarder les lumières de la ville. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Ce n'était même plus de la colère. C'était quelque chose de plus froid. De définitif. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai sorti mon téléphone. Premier appel, la banque. J'ai gelé tous nos comptes joints. Épargne. Courant. Carte de crédit. Tout ce à quoi Sophie avait accès. Je ne prenais aucun risque. Deuxième appel, le serrurier. Je leur ai dit de me rejoindre chez moi le plus vite possible. Je n'allais pas laisser ma porte d'entrée ouverte à quelqu'un en qui je n'avais plus confiance. Quand je suis arrivé dans l'allée, la camionnette du serrurier était déjà là. Ça n'a pas pris longtemps, de nouvelles serrures sur les portes avant et arrière en moins d'1 heure. Un petit prix pour la tranquillité d'esprit. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai rassemblé les affaires de Sophie. Je n'ai rien plié. Je n'ai pas fait de valise. J'ai juste pris ses vêtements de créateur dans le placard, sa montagne de talons hauts, ses boîtes à bijoux, ses sacs à main de luxe, et je les ai jetés sur le perron. On aurait dit une brocante ratée. Je m'en fichais. J'ai traîné sa coiffeuse, son sèche-cheveux, même les petits coussins décoratifs qu'elle insistait pour empiler sur notre lit. Chaque trace de sa vie dans ma maison a envolé. Je me suis assis sur les marches du perron et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. 1 heure plus tard, j'ai entendu les pneus crisser alors que sa voiture s'arrêtait brutalement dans l'allée. Sophie en est sortie, le mascara dégoulinant sur ses joues, les cheveux en désordre, toujours dans sa petite robe noire du restaurant. Elle était dans tous ses états. « Julien » a-t-elle hurlé, trébuchant sur l'allée. « S'il te plaît. Parlons. S'il te plaît. » Je me suis levé, bras croisés sur la poitrine, bloquant la porte d'entrée. « Tu as une demi-heure pour prendre tes affaires et partir d'ici, » ai-je dit platement. Elle s'est figée, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Puis elle a pleuré encore plus fort, se précipitant vers moi. « C'était une erreur » a-t-elle sangloté. Ça ne voulait rien dire. Je ne le reverrai plus. S'il te plaît, ne fais pas ça. Elle a attrapé mon bras. Je me suis reculé. Une demi-heure, ai-je répété, la regardant droit dans les yeux. L'expression sur son visage, incrédulité, panique, regret, tout mélangé m'aurait brisé autrefois. Plus maintenant. Pas après tout ça. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi, la laissant dehors sur le perron avec son tas de vêtements et d'objets de luxe. De la fenêtre de la cuisine, je l'ai regardé ramasser ses affaires à pleine main, les jetant à l'arrière de sa voiture entre 2 sanglots. Quand elle a fini, elle est restée là un long moment, tenant la portière, regardant la maison comme si j'allais changer d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Elle est montée dans sa voiture et a quitté l'allée à toute vitesse sans un mot de plus. Et juste comme ça, elle était partie. La maison semblait plus calme après ça. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. 2 mois plus tard, nous nous sommes revus cette fois au tribunal. Sophie est arrivée habillée comme si elle jouait la carte de la pitié et une robe simple, pas de maquillage, cheveux tirés en arrière. Tentant de paraître humble, pitoyable, comme si c'était elle qui avait été lésée. Je suis resté assis avec Philippe à mes côtés, calme comme toujours.
Quand le juge a demandé s'il y avait des motifs pour contester le divorce, l'avocat de Sophie s'est levé. « C'était juste un ami », a-t-elle dit, la voix tremblante et pleine de fausse tristesse. « Il n'y a aucune preuve concrète de quoi que ce soit, d'inapproprié. » Philippe n'a même pas sourcillé. Il s'est levé, a ouvert un épais dossier, et a remis une pile de preuves au greffier. Photos. Vidéos. Données de localisation. Le juge a feuilleté la pile longtemps, ajustant ses lunettes, fronçant les sourcils à chaque page. Quand il a enfin levé les yeux, il ne souriait pas. « Vous vous attendez à ce que je croie que c'est juste une amitié ?» a-t-il dit, la voix pleine d'incrédulité. Sophie s'est assise sur son siège, les yeux rivés au sol. Le juge a soupiré et a dit que, bien que les preuves montraient un comportement grave, nous n'avions pas de preuves directes de ce qui s'était passé à l'intérieur de l'hôtel. À cause de cela et parce que la loi dans notre région était stricte, il a ordonné un partage standard des biens matrimoniaux. Au début, j'ai ressenti une pointe de colère. Après tout ça, elle s'en sortait encore sans conséquence totale. Mais Philippe s'est penché et m'a murmuré « Détends-toi. Elle va découvrir ce qu'elle obtient vraiment. » Voyez-vous, Sophie n'a jamais prêté attention aux détails. Comme le fait que la maison était à mon nom bien avant notre mariage. L'entreprise aussi. Les comptes de retraite, les véhicules, tout était séparé. Les seules choses que nous avions officiellement achetées ensemble, sa voiture, une compacte d'occasion qu'elle avait insisté pour avoir. 2 téléviseurs. Un grille-pain. Et un cadre de lit bon marché de chez Ikea qu'elle avait choisi parce qu'il était mignon. C'est tout. C'est tout ce qui constituait les biens communs que le juge pouvait partager. Quand la décision finale a été lue, la bouche de Sophie s'est ouverte. Elle a obtenu une petite somme pour sa voiture, les 2 téléviseurs, le grille-pain et le lit Ikea. C'est tout. Pas de maison. Pas de bénéfice de l'entreprise. Pas de pension alimentaire. Juste une poignée de bricoles qu'elle pouvait à peine revendre. À la fin de l'audience, Sophie m'a poursuivi sur les marches du tribunal. « Julien, s'il te plaît » a-t-elle crié, attrapant mon bras. « J'ai fait une erreur. Je t'aime. S'il te plaît, peut-on arranger ça ?» J'ai retiré mon bras comme si elle m'avait brûlé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste parti, la laissant là sous le soleil, sanglotant dans ses mains. Plus de vie glamour pour Sophie. Plus de sac à main de luxe ni de robe de créateur. Plus de faux semblants. Juste la réalité froide et lourde. Exactement ce qu'elle méritait. 2 jours après l'audience, alors que je pensais pouvoir enfin respirer librement, on a frappé à la porte. C'était en début de soirée. Je venais de ranger des restes et je pensais m'asseoir sur le perron avec une bière. Au début, j'ai cru que c'était un livreur. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Sophie. Pas de maquillage cette fois. Pas de vêtements de créateur, pas de bijoux, pas de sourire Instagram parfait. Juste un t-shirt simple, un jean usé, et un air brisé sur le visage que je n'avais jamais vu avant. À la seconde où elle m'a vu, elle s'est effondrée à genoux sur le perron. Mains jointes, des larmes coulant déjà sur son visage. « Tu me manques. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, parle-moi. » Sa voix s'est brisée à mi-chemin, comme si elle n'en croyait pas elle-même ce qu'elle disait. Je suis resté là un moment, à la regarder. C'était la même femme qui se pavanait autrefois comme si elle était au-dessus de tout le monde. La même femme qui souriait dans mon dos tout en tenant la main d'un autre. Et maintenant, elle me suppliait à mes pieds, comme dans une scène d'un téléfilm qu'elle m'obligeait à regarder avant. J'avais envie de dire quelque chose. De lui demander pourquoi. De lui crier dessus, de lister chaque moment où elle m'a fait passer pour un imbécile. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai fait la seule chose qui me semblait juste. Je l'ai regardé dans les yeux, vraiment regardé, et puis j'ai fermé la porte à son visage sans dire un mot. Je l'ai verrouillé derrière moi et je suis parti. Je ne suis pas resté à la fenêtre pour la regarder partir. Je n'ai pas attendu de voir si elle frappait encore. J'avais fini. Les semaines suivantes étaient étranges. Plus calmes. Certains jours, la maison semblait presque trop grande, trop vide. Je me suis concentré sur le travail. J'ai passé plus de temps avec des amis. J'ai recommencé à aller pêcher, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Petit à petit, le nœud dans ma poitrine a commencé à se desserrer.
Environ 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai rencontré Camille. Je ne cherchais même pas quelqu'un. C'est juste arrivé. J'étais à un barbecue chez un ami, essayant de rester discret, quand elle est venue vers moi avec une assiette de côte de porc et un sourire timide. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil comme Sophie. Pas de faux signes ni de pose parfaite pour chaque instant. Camille était vraie. Elle riait avec tout son visage. Elle racontait des blagues nulles et se fichait de renverser un peu de sauce barbecue sur son t-shirt. Elle posait des questions et écoutait vraiment les réponses. C'était différent tout de suite. Facile. Honnête. Nous avons commencé à nous voir 1 ou 2 fois par semaine, pour des choses simples, des cafés, des randonnées, des soirées cinéma. Pas de jeu. Pas de drame. Pas de mensonge. Quelques mois plus tard, elle a emménagé avec moi. La maison était de nouveau un foyer. Un samedi après-midi, Camille et moi marchions dans un centre commercial, cherchant une nouvelle cafetière. Nous rions à propos de quelque chose, je ne me souviens même plus de quoi, quand j'ai aperçu quelqu'un du coin de l'œil. Je me suis tourné. C'était elle. Sophie. Elle portait un uniforme bleu de femme de ménage, avec le nom du magasin brodé sur la poche avant. Elle était à l'intérieur d'un grand magasin, un vaporisateur dans une main, un chiffon sale dans l'autre, nettoyant les vitres de l'intérieur. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Elle s'est figée, le chiffon glissant de ses doigts sur le sol. Elle semblait différente. Plus maigre. Fatiguée. Perdue. Pas de maquillage. Pas de sourire fin. Juste du regret brut sur tout son visage. Camille a serré ma main, me regardant comme si elle allait demander si tout allait bien. Je lui ai souri, serré la main en retour, et continué à marcher. Mais juste avant de dépasser le magasin, je me suis légèrement tourné vers Sophie et j'ai dit, assez fort pour qu'elle entende. « Salut, Sophie. L'uniforme te va bien. » Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai juste continué à marcher, la main de Camille dans la mienne, me sentant plus léger à chaque pas. Je n'ai plus jamais revu Sophie après ça. Et honnêtement, je n'en avais pas besoin. Parce que parfois, la meilleure forme de closure n'est pas une question de vengeance ou de faire souffrir quelqu'un comme il vous a fait souffrir. Parfois, c'est simplement vivre une vie dont ils ne font plus partie. Une vie qu'ils ont jetée de leurs propres mains. Partagez votre avis dans les commentaires, comment auriez-vous réagi dans cette situation au restaurant? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.